Radio Horizon, la voix du Zio. Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Zio tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Présentation Blessine Possonia, réalisation Gaëtan Amoussou. Bientôt la rentrée scolaire, les parents et les élèves s'apprêtent à affronter l'année avec succès. Malgré l'accompagnement de certains parents et des enseignants, chaque année, nombreux sont des élèves qui ont des difficultés à l'école. Cette difficulté scolaire se traduit par des résultats insuffisants et par des réactions qui s'accompagnent souvent de comportements difficiles, passivité, inactivité ou agitation, agressivité, voire violence. Le thème de cette émission ce soir est « Difficultés scolaires ». Nous allons ensemble bien comprendre ce thème et savoir comment y faire face pour s'en sortir du côté des parents et du côté des élèves, avec nos invités que nous avons dans ce studio. Il s'agit de monsieur Yantagim Faïdi B, psychologue clinicien au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Blessing. Et monsieur Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique et à la prison civile de Tchévier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Blessing. Merci d'être au rendez-vous. Nous l'avons ensemble, comme nous venons de le dire. Nous allons ensemble bien comprendre ce thème et savoir comment y faire. Et pour ce faire, nous allons parler de l'école, d'un lycée de Tchévier. Nous avons tendu notre micro au proviseur du lycée de Tchévier 1, M. Assa Venounier, qui nous a parlé des difficultés qu'il rencontre dans son établissement. Nous allons l'écouter tout de suite. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord, celles liées à leur âge. La plupart d'entre eux, c'est des adolescents. Donc, c'est une phase complexe de leur vie. Et des fois, ils sont difficiles à redresser. La crise d'adolescent, ça amène les enfants sur plusieurs pistes. Des fois, si vous ne prenez pas garde, ils vont à la dérive. Certains sont pratiquement des jeunes, proches de l'âge adulte. Cette tranche d'âge est plus difficile à gérer. C'est des jeunes qui ont leur monde, c'est des jeunes qui ont leur vision, qui est loin de celle de nous les adultes et ils nous qualifient de vieux. Nos idées sont avariées. Donc pour les ramener à la raison, c'est tout un parcours de combattant, en commençant par l'habillement, leurs activités, si bien que cette situation dans laquelle cette jeunesse baigne fait qu'ils ne sont plus tellement portés vers les activités scolaires. Autre difficulté, la plupart de nos élèves sont des démunis. La plupart d'entre eux mangent à peine une fois dans la journée. Et ça aussi, c'est dans le meilleur des cas. Il y en a qui restent même une journée entière sans manger. Donc ça influence négativement leur travail. Certains, c'est difficilement qu'ils arrivent même à payer les frais de scolarité, encore plus les frais d'inscription.
de mémoire de proviseur, il m'est arrivé même de payer les frais d'inscription pour certains élèves. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'être proches de l'école. Il y a des élèves qui habitent très loin de l'établissement. Mais ce n'est pas tellement aisé. Parce que pour un lycéen, la distance par rapport à l'école compte beaucoup, pour qu'il fasse de bonnes prestations. Il y a certains élèves qui viennent d'Adetikop chaque matin. Il y en a qui je connais qui viennent de Lilikop chaque matin. Je connais une fille même qui vient de Vli chaque matin. Et quand ils arrivent, vous sentez qu'ils sont fatigués. Donc en classe, je pense que tenir 4 heures ou 5 heures, ce serait difficile. Donc son attention va baisser automatiquement. Une autre difficulté, c'est le phénomène de portable. Les élèves sont beaucoup plus préoccupés par leur portable, tout avec les réseaux sociaux que sont WhatsApp, Facebook, etc., etc. Donc c'est ça qui les préoccupe à longueur de journée. Vous les verrez rôder tout autour de la mairie, de l'hôtel Saint-Georges, etc. Des fois même quand les autres sont en classe, se disent qu'ils sont connectés, qu'ils sont en train de naviguer, etc. C'est bien beau, mais il faut savoir gérer le temps, il faut savoir faire la part des choses. D'autres sont portés même vers les films pornographiques, même des fois en pleine classe. Et dans ces conditions, l'élève ne peut plus suivre ce que le professeur est en train de dire, de faire. C'est dommage. Souvent, nous sommes confrontés à des problèmes de salle de classe, problèmes de bancs, problèmes de matériel didactique, etc. Problèmes de personnel. Dans nos établissements, le personnel enseignant manque beaucoup. Ce qui fait que nous trouvons quand même un palliatif en recrutant les EV avec toutes les charges salariales que cela comporte. Ce qui fait qu'au finish, il n'y a plus rien qui reste dans les caisses des établissements pour acheter les bancs, pour acheter le matériel et même pour rénover tant soit peu nos salles de classe. Mais que ce soit les difficultés liées aux élèves ou bien aux infrastructures, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer d'arrache-pied à travailler, à sensibiliser les élèves pour les amener sur la bonne voie. Et ce serait un pari que nous allons gagner. Et voilà, nous remercions M. Assakom Ivelounié, proviseur du lycée 1 de Tchévier, de nous avoir accordé cette interview. M. Akam et M. Yantagima, merci une fois encore d'être là. Vous avez écouté les propos, l'interview de M. Assa Velounié. Et nous allons vous demander de nous faire, peut-être si vous avez quelque chose à dire à propos de son intervention. Monsieur Akam. Alors, merci encore une fois, Blessing, et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Horizon. Alors, nous avons suivi avec attention l'intervention du proviseur et il a bien fait de relever ces facteurs. Ce sont des facteurs socioculturels qui sont quelquefois à la base même des difficultés dont il s'agit. Donc il a relevé le problème des situations d'adolescence qui est une tranche d'âge très complexe à gérer, le problème de moyens financiers par rapport à l'éducation et également la distance entre les domiciles et puis l'établissement, qui sont des facteurs qui influencent très négativement les rendements scolaires attendus. Et donc, en gros, on peut les regrouper dans les facteurs socioculturels qui sont à la base des difficultés. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Oui. Bon, nous allons, si vous n'avez rien à dire, monsieur Yantagim, on peut continuer. Non, je n'ai rien à dire. D'accord, merci. Monsieur Akama tout dit. Alors, comme le disait le thème, difficultés scolaires. Qu'appelle-t-on difficultés scolaires et quand parle-t-on de difficultés scolaires? Monsieur Akam. Alors, on parle de difficultés scolaires. D'abord, le thème de difficulté, disons que c'est un vocabulaire de l'école, qui est un thème encore générique, qui désigne le fait que les compétences ou les trajectoires attendues d'un élève, d'un enfant, donc ne sont pas atteintes. Donc, et ça amène également à se poser la question de dysfonctionnement. Donc c'est un certain nombre de dysfonctionnements qui est passager
Et dans ce sens où c'est normal, il y a un dysfonctionnement qui est normal, qui est passager, et avec des interventions précoces, on peut pallier à ça, on peut trouver rapidement une solution. Donc il y a également la notion que les difficultés sont prioritairement rencontrées à l'école. Donc c'est dans un cadre scolaire qu'on parle de difficultés. Donc voilà la notion, ce que désigne la notion de difficulté. Et quand parle-t-on alors de difficultés scolaires? Oui, comme je l'ai dit, on parle de difficultés scolaires lorsque les trajectoires, les compétences attendues d'un élève ne sont pas atteintes. Donc un élève de tel âge doit avoir acquis en apprentissage telle notion. Donc lorsque ça ne se n'est pas atteint, on parle de difficultés. Donc l'élève a rencontré des difficultés pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Merci. Monsieur Yantagui. Ok. Bien, je vais tout droit en disant que ce terme de difficulté scolaire, c'est vrai que c'est un thème d'actualité, mais ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la psychopathologie scolaire. Bien. Normalement, l'enjeu fondamental de l'école, c'est de pouvoir atteindre la mobilisation des capacités cognitives chez les enfants ou bien chez les apprenants. Donc on va parler on va regrouper de difficultés scolaires l'ensemble des situations critiques, des situations problèmes qui sont de nature à faire quoi? À empêcher les apprenants dans leur processus de mobilisation de ces capacités cognitives. Voilà ce qu'on peut attendre par difficultés scolaires. Voilà. Quels sont les facteurs alors qui peuvent favoriser les difficultés scolaires? Et Monsieur Yantagui. Ok. Bon, s'agissant des facteurs qui peuvent favoriser les difficultés scolaires chez les apprenants, on va distinguer plusieurs facteurs. Bien, si on prend les facteurs primaires, il y a des facteurs primaires, c'est-à-dire dans les facteurs primaires, on a par exemple le rejet de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant, du coup, lui-même, dans sa constitution, n'a pas une volonté ou bien une vocation pour les apprentissages. Ça, c'est primaire. Maintenant, il y a ce que nous appelons aussi la phobie sociale. La phobie sociale, c'est-à-dire la difficulté à pouvoir affronter ou bien à pouvoir gérer la foule. Or, tout le monde sait qu'il n'y a pas une classe qui est réservée à un seul élève. Donc, il y a déjà une notion de groupe qui est là. Et ça constitue une peur à l'enfant. Donc, c'est une situation difficile qu'il vit. Bien, il y a ce que nous appelons aussi l'autisme. Les enfants qui ont peut-être un syndrome autistique, dans l'autisme, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est des enfants qui ont une hostilité aux autres. Donc, il y a une idée d'évitement. Il y a une idée d'évitement. Donc, la personne évite, la personne est souvent isolée. Or, c'est une mobilisation de groupe à l'école. Donc, ça fait que il y a difficulté. Bien, ça, ce sont les facteurs qui sont primaires. Maintenant, si on va parler des facteurs secondaires, il y a l'anxiété, donc la peur d'être confronté aux exigences scolaires. Il y a la perte de l'estime de soi, donc l'enfant qui n'a pas l'estime de soi, qui pense que lui ne peut pas, en comparaison avec ses pairs, en comparaison avec ses congénères. Donc ça constitue aussi une base de difficultés scolaires. Bien, il y a les blocages familiaux. Ça, c'est au niveau de la famille. L'enfant qui passe en 6e, au cours des vacances, les parents eux-mêmes vont dire, bon, lorsque l'enfant s'amuse, on dit, ah, tu sais que tu vas en 6e? Tu sais que 6e, c'est pas facile, hein? Et du coup, c'est des blocages familiaux et l'enfant intègre que voilà. Donc, ça veut dire que j'aurai des difficultés devant. Et là, ça déclenche un processus interne. Donc, c'est des blocages familiaux. À part ces blocages familiaux, ce problème de prise de substances psychoactives peut amener également les enfants ou bien les apprenants à connaître des difficultés scolaires. Donc, la prise de substances psychoactives. Bon, généralement, on rencontre ça au lycée. C'est rare qu'on puisse rencontrer les enfants prendre des substances au cours primaire. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi la mauvaise réponse aux séparations.
C'est-à-dire que les enfants qui naissent, il y a ce que nous appelons l'attachement mère-enfant. À la naissance, il y a une symbiose relationnelle qui fait que l'enfant est attaché à sa mère. Mais à l'âge d'entrer à l'école, ou bien, oui, à l'âge d'entrer à l'école, l'enfant est appelé maintenant à vivre beaucoup plus avec ses pères à l'école et ne plus rester à la maison. Donc, il y a une mauvaise réponse à cette séparation-là. Et là, ça constitue une difficulté. L'enfant n'arrive pas, puisqu'il y a une confiance avec sa mère à la maison. Sa mère qui a été bonne, qui a été satisfaisante à ses besoins. Voilà, l'enseignant est là pour nous tous et on ne s'occupe même pas de mes besoins. Donc, ça peut constituer aussi base de difficulté. Il y a le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire comme facteur secondaire. Il y a des enfants qui vont à l'école mais qui sont menacés par les pères, qui sont menacés par les enseignants. Hein? Il y a des grands qui vont dire amène-moi de l'argent, amène-moi ça, ton père a ça, ta mère a ça, vous avez ça à la maison, je veux ça. Si demain tu ne m'emmènes pas ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Ça peut constituer aussi une difficulté pour l'enfant. L'enfant est à la maison mais il a peur d'ailleurs de dire ce qui s'est passé. Et il a peur. Voilà. Bien. Le proviseur l'a su bien énumérer tout à l'heure, le problème des réseaux sociaux. Donc avec les WhatsApp, Facebook, tout ça. Donc ça peut constituer aussi base de difficultés scolaires. Ça, ce sont les facteurs secondaires. Ça. Maintenant, s'agissant des facteurs précipitants. Les facteurs précipitants, c'est-à-dire que ces facteurs, dès que ces facteurs se présentent, il y a une forte chance et dans l'immédiat qu'on puisse enregistrer une difficulté scolaire chez l'enfant. C'est le cas par exemple des conflits à la maison. Des conflits à la maison, l'enfant va vivre sa scolarité avec difficulté. Les conflits avec ses pairs. Voilà. Donc, les changements de résidence, c'est-à-dire que l'enfant qui était ailleurs, il était bien, il avait des amis et ils ont déménagé en tout temps. Voilà. Donc, ça peut constituer aussi difficulté scolaire. La séparation des parents, les parents qui viennent de se divorcer, voilà. Donc l'enfant doit pouvoir aller à l'école. Voilà, l'autre parent n'est pas là, l'autre parent n'est pas là. Donc ça peut constituer également difficulté. Et puis on peut évoquer entre autres la maladie physique. Donc un enfant qui est atteint d'une maladie physique peut aussi avoir une difficulté scolaire puisque son état de santé est changeant. Ce qui fait que ça doit beaucoup plus agir sur sa performance scolaire puisqu'il ne fonctionne plus physiquement bien. Voilà donc ainsi énuméré les facteurs qui peuvent entre autres intervenir en ce qui concerne ces difficultés scolaires. Je vais laisser la parole à M. Akam. Voilà, M. Akam, oui, bon, vous avez la parole. Oui, bon, pour ajouter à ce que le collègue vient de dire, enfin, moi je vais résumer en disant qu'il y a deux types de facteurs. Il y a les facteurs internes à l'apprenant et les facteurs externes. D'abord, dans les facteurs externes, on va parler du handicap socio-culturel. Donc, entendons par handicap socio-culturel. Donc, là-bas, on stipule que les difficultés des enfants à l'école sont liées à leurs conditions de vie. C'est-à-dire dans le milieu familial où ils sont appelés à vivre. Lorsque le milieu est défavorisé, ça a des impacts. Lorsque le milieu est favorisé, comme l'a su bien relever tout à l'heure le professeur du lycée 1. Oui. Alors, et également là-bas, on peut voir des styles d'éducation. Dans la société, il y a certaines familles qui optent pour les styles trop rigides, trop laxistes, qui ne sont pas trop bons, dans le juste milieu. Donc, ces éléments-là qu'on met dans les facteurs socioculturels. Et ensuite, toujours dans les facteurs externes, on va parler du rôle de l'école. L'école, quelquefois, en elle-même, constitue des obstacles pour les apprenants. Et là-bas, nous allons parler donc des rythmes d'enseignement au niveau des écoles. On va parler de l'organisation des cours même, qui constitue quelquefois des difficultés pour les élèves. Nous allons parler des relations enseignant-élève. Voilà. Donc, lorsque cette relation est perturbée, est mal représentée par l'apprenant, donc ça entraîne des difficultés. Et également les difficultés de l'école à s'adapter à des mutations sociales, économiques. On a un monde qui bouge tout le temps, donc on doit pouvoir adapter les styles d'éducation, les méthodes d'enseignement par rapport à ces mutations-là. Et également un problème très récurrent, le nombre d'élèves par classe. Donc là, le problème de représentation également se pose à ce niveau. Alors maintenant, dans les facteurs internes à l'apprenant, on va parler d'abord des facteurs de l'affectivité. Et là-bas,
le constat est que les difficultés d'apprentissage sont déterminées par des perturbations émotionnelles et affectives dont l'origine se situe dans le cadre des relations intrafamiliales précoces. Donc dès le bas âge, lorsque la relation familiale ne cadre pas avec les performances de l'élève, il y a un problème. Et là-bas, nous allons également parler donc des problèmes de personnalité que ces perturbations peuvent générer et qui va empêcher l'enfant de s'intéresser à un objet d'apprentissage extérieur à lui-même. Donc lorsque à l'interne, le problème de personnalité sous-jacent se pose, donc ça entraîne des difficultés scolaires. Maintenant, le deuxième facteur interne, c'est le facteur de la cognition. Et là-bas, les tenants de cette thèse stipulent que les difficultés d'apprentissage sont déterminées par un ensemble de contraintes inhibant les capacités de traitement de l'information de l'apprenant. Donc là-bas, c'est le développement de l'intelligence qui est visé. Donc l'intelligence qui est le produit donc de double interaction entre le milieu et l'apprenant lui-même. Donc lorsque ce développement est biaisé, ça entraîne des répercussions sur le traitement de l'information. On aura plusieurs élèves dans une classe et qui vont interpréter, qui vont traiter de façon différemment le cours qui est reçu. Donc là, ça entraîne également des problèmes de difficultés scolaires. Et également au niveau de cette notion de cognitivisme, nous avons la notion de stade de développement. Il y a un stade de développement cognitif que nous acquérons depuis le bas âge jusqu'à un certain nombre d'années. Donc lorsque l'acquisition de ces stades n'est pas adaptée au style normal, donc il y a problème. Donc en gros, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux facteurs qui entraînent les difficultés scolaires chez les apprenants. C'est légion. Voilà. Merci beaucoup. Quels sont les types de difficultés? Alors, les difficultés scolaires, quels en sont les types? Monsieur Yantagui. Bien, parmi les difficultés scolaires, on peut évoquer par exemple l'instabilité psychomotrice chez les enfants. Donc quand on parle de l'instabilité psychomotrice, c'est des enfants qui sont instables et qui bougent, qui ne peuvent pas prêter attention pendant minimum 2 minutes. Soit ils touchent quelque chose, soit ils cassent la règle, soit en fait il a des difficultés à prêter d'attention. Donc il est instable quoi. Donc il y a l'instabilité psychomotrice. Donc ça fait que c'est une situation difficile. Donc ça fait que ça agit sur le rendement scolaire de l'enfant. Puisqu'il n'a pas l'attention au moment où on est en train de faire telle chose, voilà, que lui il est instable. Il est en train de faire autre chose à la place d'autre chose quoi. Bien, donc à part l'instabilité psychomotrice, il y a l'inhibition psychomotrice aussi. Dans l'inhibition psychomotrice, on attend quoi? On attend une notion de lenteur. Lenteur dans les activités. On peut aussi remarquer des oublis répétés. Bref, l'enfant est un réservé social. Donc l'enfant se réserve. Bon, il y a aussi le refus scolaire. Donc l'enfant ne veut pas aller à l'école. Il y a les difficultés instrumentales. C'est-à-dire que à l'école ou bien sur le plan scolaire, on a besoin des instruments pour pouvoir atteindre les performances attendues. Mais ces instruments, l'élève ne possède pas. Ces instruments, c'est quoi? C'est le langage, la parole. Donc l'enfant qui n'a pas le langage, l'enfant qui n'a pas accès libre au langage, à la parole. Ça veut dire quoi? Non, en fait, il y a des difficultés instrumentales. Il a une difficulté instrumentale qui traduit maintenant sa difficulté scolaire. Puisqu'il n'a pas l'instrument de travail, le langage par exemple et la parole. Pour pouvoir répondre à une question, il n'a pas l'accès à la parole facile. C'est ça qui traduit la difficulté sur le plan scolaire. Ça veut dire qu'il bégaye. Voilà, les troubles de langage. Voilà. Les troubles de langage. D'accord. Les troubles de langage. Voilà. Donc le bégaiement fait partie des troubles de langage aussi. Quoi. Donc ça c'est classé parmi les difficultés instrumentales, puisqu'il n'a pas d'abord l'instrument qui le permet de pouvoir atteindre une bonne performance scolaire. Donc à part ça, il y a les phobies sociales. Donc les enfants ou bien les apprenants qui n'arrivent pas à supporter une situation sociale. Il y a les difficultés d'adaptation.
Donc les difficultés d'adaptation qui vont se faire remarquer à travers des comportements bizarres. Donc l'enfant va poser des actes qui ne sont pas normalement entendus pour pouvoir faire preuve de son inadaptation, pour pouvoir faire savoir que voilà la situation dans laquelle je ne suis pas d'accord. Donc en posant des actes contraires par rapport à ce qui est attendu de lui. Ça, c'est des difficultés d'adaptation. Voilà, c'est ce que je peux évoquer. Je ne sais pas si M. Akam a quelque chose à ajouter. Sûrement. M. Akam. Oui, bon, comme le collègue l'a su bien relever, ces difficultés vont de l'instabilité psychomotrice jusqu'à la phobie scolaire. Et lorsqu'on parle de phobie scolaire, il y a une petite différence entre phobie scolaire et refus d'aller à l'école pour les enfants de bas âge. La phobie, c'est carrément une peur liée au milieu scolaire. Et alors que le fait de refuser d'aller à l'école, ça c'est sans raison et c'est à voir ailleurs. Alors il a également parlé de quelque chose de très important, les difficultés d'adaptation au milieu scolaire. Il y a certains, ce n'est pas de leur désir de ne pas être attentif en classe par exemple, mais de façon psychologique et à l'intérieur de eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise. Ils font des efforts pour pouvoir s'adapter aux méthodes, que ce soit aux méthodes d'enseignement, que ce soit à la représentation qu'on se fait de l'enseignant, etc. Mais ils n'y arrivent pas. Donc là, c'est ce que j'aimerais ajouter par rapport aux difficultés. Merci beaucoup. Faites-nous alors la différence entre élèves en difficulté et élèves difficiles. Il y a certains qui sont vraiment pas supportables. Bon, élèves difficiles et élèves en difficulté. Bon, est-ce que vous pouvez nous faire une différence? La différence est simple. La différence est très simple. Bon, l'élève en difficulté, selon moi, c'est un élève qui a des empêchements, des perturbations pour pouvoir atteindre ses objectifs pédagogiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs exogènes, des facteurs externes qui perturbent cet élève dans son processus d'apprentissage. Donc c'est un élève en difficulté. Mais l'élève difficile, c'est un élève qui a des difficultés à être encadré, à être géré. Voilà, en classe. Donc c'est un élève qui est difficile, ça, qui a des difficultés pour être encadré. Bon, on peut également faire une comparaison du point de vue des besoins. Puisque l'élève en difficulté, lui, il a besoin d'aide. Mais l'élève difficile, il a besoin d'être recadré, d'être corrigé. Voilà. Il a besoin d'être corrigé. Oui, et d'être corrigé avec corrigé à l'européenne, quoi. C'est ce qu'on prévoit maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Akam. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, entre élèves en difficulté et élèves difficiles, bon, disons que l'élève en difficulté, disons que la cause est externe à l'élève. Donc disons que c'est l'ensemble de tous les facteurs qui handicapent cet élève-là à acquérir les notions de base d'enseignement. Donc il a la compétence, il a tout, mais il est influencé, que ce soit par les facteurs externes, que ce soit par les facteurs externes, etc. Alors qu'un élève difficile, peut-être que c'est un élève qui a un trouble, qui le perturbe intérieurement, à bien suivre les cours par exemple. Donc c'est là la différence entre élève en difficulté et élève difficile. Donc l'élève difficile, c'est par rapport à l'élève même, c'est à l'interne. Oui. Alors que l'élève en difficulté, il a la compétence pour acquérir les notions, mais il est influencé par des facteurs qui le mettent en difficulté. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, nous allons inviter les auditeurs. Vous pouvez nous appeler dès à présent, fidèles auditeurs, sur nos numéros le 23 35 41 44, le 91 24 24 65, le 98 60 98 62. Nous sommes en train de parler des difficultés scolaires. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à nous appeler sur les trois numéros, l'un des trois numéros suivants. Je reprends le 23 35 41 44, le 91 24 24 65, le 98 60 98 62. Bientôt la rentrée, n'oubliez pas, poser des questions surtout. Nous allons continuer, Monsieur Akam et Monsieur Yantagim.
Peut-on comparer difficultés scolaires et troubles de l'apprentissage? Troubles de l'apprentissage, difficultés scolaires. Monsieur Yantagi. Bien. Troubles de l'apprentissage, difficultés scolaires. Quand on se réfère à la littérature, on a tendance à les confondre. Donc, certains désignent par troubles de l'apprentissage, difficultés scolaires. Donc, il y a une confusion. Mais en réalité, la difficulté sur le plan scolaire n'est pas un trouble de l'apprentissage. Il n'est pas trouble parce qu'on n'attend pas trouble de l'apprentissage un fonctionnement pathologique. Donc un fonctionnement pathologique. Donc il n'y a pas pathologie. Dès qu'il n'y a pas pathologie, ça veut dire que c'est simple difficulté. Maintenant, le problème encore, c'est que au niveau des difficultés scolaires, le problème touche plusieurs aspects au même moment. La perturbation évolue et touche plusieurs aspects. Or, au niveau du trouble, le trouble est souvent spécifique et a ses critères de diagnostic. Bon, je m'explique. Quand on prend difficulté scolaire, par exemple l'instabilité psychomotrice, un enfant qui est instable, l'enfant qui est instable, ça va toucher plusieurs aspects au niveau de l'écriture, au niveau de la compréhension, au niveau sur plusieurs plans, au niveau de son attention. Donc, les difficultés vont toucher plusieurs aspects au niveau du langage. Mais quand on prend le trouble est spécifique, par exemple la calculie, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui ne peut pas faire les calculs, ou bien dyscalculie, un enfant qui ne peut pas bien faire les calculs. Il fait, mais il ne fait pas bien. Mais la calculie, il ne peut même pas faire de calcul. Ça, c'est spécifique au calcul. Donc, les troubles sont spécifiques. Or, quand on parle de difficultés, la perturbation se situe à plusieurs endroits au même moment. Voilà, quand on parle de dysorthographie, là, ça touche l'orthographie. Quand on parle par exemple de dyslexie, donc voilà. Donc pour dire que le trouble est spécifique à un aspect donné. Or, difficulté, la perturbation s'étend et touche plusieurs aspects développementaux. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Akam. Alors la différence qu'on peut faire entre difficultés scolaires et troubles de l'apprentissage, disons, bon, je l'avais dit, les difficultés sont des dysfonctionnements passagers qui sont tout à fait normaux, et lorsque l'intervention est précoce, ça peut se régler. Alors que les troubles, d'abord la notion de trouble, c'est un vocabulaire médical qui désigne le fait que c'est une catégorie plus grave des difficultés. Donc lorsque les difficultés passent de cette difficulté, ça va au stade de gravité dont on appelle trouble. Et les troubles sont résistants aux interventions passagères. Lorsque l'intervention est précoce et qu'il y a trouble, ça ne passe pas. Donc ça a une notion de structuration, de gravité, et qui implique un traitement spécifique et hors de l'école. Alors que les difficultés, ça peut se résoudre à l'école, alors que les troubles, ça ne peut pas se résoudre à l'école, c'est à l'hôpital, dans les structures sanitaires. Et parlant des troubles de l'apprentissage, ils sont de deux catégories. Il y a les troubles des apprentissages spécifiques ou non spécifiques. Donc lorsqu'on parle de troubles des apprentissages spécifiques, ça veut dire que ces troubles sont imprévus, car lorsqu'on regarde un peu dans les antécédents, on voit que le développement de l'individu est tout à fait normal et ce n'est pas attendu qu'à l'adolescence ou bien à un âge donné il puisse développer un trouble. Alors que les troubles des apprentissages non spécifiques sont attendus, car c'est serait lié à un développement perturbé, peut-être un retard mental, un trouble de déficit de l'attention. Et il y a également les troubles des apprentissages spécifiques, comme le collègue l'a bien sûr relevé, la dyslexie. Le trouble de dyslexie, c'est un trouble donc lié aux difficultés de faire la lecture. Il y a également la dysorthographie, qui sont des troubles liés à l'orthographe, à l'acquisition des notions orthographiques. Et on a le trouble qu'on appelle dyscalculie, qui sont des difficultés liées au fait de faire les calculs. Donc il y a également la dyspraxie, qui sont des troubles liés à la motricité de l'apprenant. Et ensuite les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc lorsqu'on parle de troubles, voilà les exemples de troubles. Merci beaucoup.
Et voyant tout ce que vous venez de dire, du début jusqu'à ce moment, ça veut dire que d'une part, l'erreur ou bien la faute provient de l'élève, peut-être parce qu'il n'a pas été attentif, il n'a pas réuni, peut-être il ne s'est pas prêté, et d'autre part, ça ne provient pas de l'élève. Alors, nous allons entamer cette partie, nous allons vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de la prise en charge, si ça n'est ainsi. Est-ce qu'il y a la prise en charge? Et s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut retenir? Monsieur Antagui. Ok. Bien, tout problème a des solutions. Bien, donc par rapport à la prise en charge, je vais d'abord parler de la prévention. Il est important de prévenir avant même que le problème ne soit assis. Bien, donc dans la prévention des difficultés scolaires, ce que nous devons, c'est simple. Nous devons susciter chez les apprenants, chez les enfants, l'amour, le goût de l'école, le goût des apprentissages. Donc, il ne faut pas faire des blocages à l'enfant. L'école, c'est difficile. L'année prochaine, tu vas aller à l'école pour voir et je serai libre. Donc, il faut que l'enfant sache que l'école, c'est bien. Hein, les apprentissages, la scolarité, c'est une bonne chose. Que bien, donc l'année prochaine, mon jeune sera à l'école et il sera fier. Il sera tel, il sera tel. Et ça suscite la motivation pour l'enfant, puisque tout commence par la motivation. Ça, c'est la prévention, ça. Maintenant, lorsque le problème est déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, la réponse thérapeutique ou bien la prise en charge est plus efficace dès que le diagnostic est fait précocement. Quand on diagnostique très tôt, ou bien les parents ont été très tôt sensibles à ces difficultés chez les enfants, et ils saisissent voilà, les professionnels, ou bien ils ont des aménagements personnels au niveau familial à pouvoir faire pour pouvoir aider l'enfant. Voilà, ça passe rapidement que le problème se complique. Bien, donc il faut partir d'abord sur il faut répertorier les compétences d'abord de l'enfant. Il faut répertorier les compétences de l'enfant et les difficultés de l'enfant. Qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il fait bien, qu'est-ce qu'il ne fait pas bien. Maintenant, on va partir de ce qu'il fait bien. C'est de ça qu'on part pour pouvoir axer les autres. Ça, c'est déjà un outil pour nous de partir de ce que l'enfant sait afin de pouvoir greffer les autres compétences, les autres capacités à ça. Bien. Dans certains cas, il est important de saisir l'enseignant. De saisir l'enseignant, ou bien si c'est un psychologue scolaire qui prend en charge les enfants, ou bien qui est dans un établissement scolaire, il est important aussi de saisir la famille, les parents. Puisque des fois, bon, ils sont pris par le boulot, ils reviennent, il n'y a pas de communication entre parents et enfants. Donc du coup, les choses passent inaperçues. Donc il est important de saisir d'abord l'enseignant et de saisir les parents afin de voir, d'évaluer la position de l'enfant par rapport à ses pairs à l'école, à ses congénères, et à la maison, sa position, sa manière de faire, sa manière d'agir au niveau de la cellule familiale, dans sa fratrie, chez ses frères, comment, avec ses frères, comment la relation est. Maintenant, c'est de cette base qu'il faut faire des aménagements pédagogiques. J'appelle quoi aménagement pédagogique? C'est-à-dire que donc on a beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement de l'enfant à l'école. Avec l'aide de l'enseignant à l'école, on essaie de faire des aménagements. Soit s'il faut déplacer l'enfant, si l'enfant a des difficultés par rapport à la lecture, on peut placer l'enfant devant quelqu'un d'autre qui sait bien lire. Si c'est des difficultés à écrire, on place l'enfant chez celui qui sait bien. Si l'enfant, là où il est, ça ne favorise pas le plein, la réalisation de son potentiel scolaire, on peut le déplacer, on peut l'amener devant ou bien le placer. Ça, c'est des aménagements scolaires. Ou bien désigner souvent l'enfant, susciter l'expression, la parole chez l'enfant. Ça, c'est avec l'enseignant. Maintenant, à la maison aussi, on peut faire des aménagements dans la fratrie. Donc, les parents, eux aussi, peuvent être impliqués en suscitant, voilà, le langage, l'échange social de l'enfant, afin qu'il ne soit pas peut-être dans son univers de phobie sociale et autres, quoi. Et rassurer l'enfant, toujours dans une relation de confiance mutuelle. Oui.
Bien. Dans certains cas où, par exemple, il y a une incidence sur les fonctions instrumentales, j'ai parlé des difficultés instrumentales, là, il est important de saisir les orthophonistes. Les orthophonistes qui vont essayer de faire une rééducation orthophonique. Donc, soit c'est au niveau du langage, la prononciation, il a des désartrés, ou il n'arrive pas à bien prononcer. Donc, voilà, c'est les orthophonistes qui sont spécialisés pour ça, pour la rééducation psychomotrice. Donc, il y a les psychologues également qui vont, il y a rééducation orthophonique, il y a rééducation psychomotrice qui est gérée par des psychologues. Donc, la prise en charge est pluridisciplinaire, multimodale, multi-axiale. Donc, plusieurs spécialistes sont engagés. Ils vont travailler sur plusieurs axes afin de pouvoir mettre l'enfant sur la voie du développement de ses potentiels. Donc, au-delà de ça, il y a un soutien psychologique, psychothérapeutique à l'enfant, puisque l'enfant qui vit ces difficultés, c'est pas vivre des difficultés. Les adultes qui vivent des difficultés, c'est pas facile. Voilà que l'enfant est un être fragile, est un être en développement. Donc, cette situation doit être difficile pour lui. Donc, il faut faire une psychothérapie, un soutien psychothérapeutique à cet enfant. Il n'a qu'à comprendre que voilà, ça va passer. Voilà, ça va passer. Bien, donc, toujours, il faut soutenir aussi la famille, hein, puisque souvent, certains parents n'arrivent pas à accepter le fait que la manière dont les compétences qu'ils attendent de l'enfant qui est dans cette situation difficile ne parvient pas à atteindre ses objectifs. Donc, les parents sont beaucoup plus souffrants à la place de l'enfant. Puisqu'il est un grand, voilà que l'enfant n'arrive pas à accéder là où lui, donc il ne comprend pas. Donc il faut dans ce cas soutenir également la famille et renforcer leur l'espoir. Maintenant, ce qui est très important que je dois ajouter, c'est que dans cette difficulté scolaire, il faut toujours partir du plus facile au plus difficile chez l'enfant. On part toujours du plus facile. Lorsqu'il acquiert telle connaissance, lorsqu'on arrive à redresser ce qui est facile, on va redresser ce qui est un peu difficile, on redresse ce qui est calme. Je vous remercie. Merci à vous, pareillement. Il y a certains parents qui pensent que envoyer leurs enfants à l'école, c'est se débarrasser ou bien se désengager. Où on dit, bon, tu nous gênes toi à la maison, va à l'école, on va se reposer un peu. Et quand l'enfant va à l'école, les parents sont fiers. En vacances, on se dit, ah, ils se tiennent la tête. Voilà les vacances qui sont là, les enfants vont nous déranger. Est-ce que l'apprentissage ou bien la scolarité, la scolarisation de l'élève, est-ce que ça, c'est l'affaire de l'enseignant ou bien c'est l'affaire de tout le monde? C'est l'affaire de tout le monde. Cette conception-là date de l'époque de Napoléon. Les choses ont évolué maintenant. Puisque l'enfant qui va à l'école, tu as le devoir de nourrir l'enfant. L'enfant doit être nourri d'abord avant d'aller écouter le maître ou bien l'enseignant. Bien sûr. Donc, pas mal de parents qui sont bien avisés, même qui sont pris par leur boulot. Tu peux appeler ton enfant, tu es à l'école ou bien tu es au boulot, l'enfant revient de l'école, l'enfant est à la maison à 14h, tu peux l'appeler, vous avez lu quoi? Il lit et tu entends. Tu es au boulot, bien sûr, mais l'enfant, c'est comme tout le monde doit participer, y compris l'enseignant, par une réponse pédagogique adaptée, y compris les parents, par leur rôle de parents. Donc la protection, ils doivent chaque fois savoir à quel niveau l'enfant est, à quel endroit il se situe en comparaison avec ses congénères. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut faire pour encore arranger les choses chez l'enfant. Donc toute la cellule familiale est impliquée. Voilà. Et l'enfant lui-même est là aussi. Lui aussi il est dedans. Oui. Donc il s'agit... La responsabilité est partagée, quoi. Merci beaucoup. Monsieur Yantagi m'a beaucoup expliqué. Monsieur Akamana aussi assez. Nous voulons lui donner tout le temps possible pour qu'il nous parle de la prise en charge. Pour ajouter à ce que le collègue a déjà dit, d'abord il faut dire que c'est une prise en charge globale et pluridisciplinaire. Et c'est une prise en charge qui est efficace lorsque le dépistage est précoce. Et par rapport à la précocité donc de ces troubles, d'abord au niveau des difficultés, lorsque on constate, on dépiste très tôt que l'enfant a des difficultés au niveau scolaire, et on arrive à diversifier et à adapter les situations d'apprentissage aux difficultés et aux capacités de l'élève. Donc c'est très important de savoir ce que c'est
dans tel style, dans telle période, l'enfant, qu'est-ce qu'il sait faire. Et en rapport de ça, on arrive à déceler le nœud du problème. Est-ce que c'est dans le cadre familial que les difficultés sont nées? Est-ce que c'est au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire des méthodes d'enseignement utilisées? Est-ce que c'est au niveau un peu plus précoce, c'est-à-dire au niveau des relations parents-enfants? Est-ce que c'est au niveau du développement de l'intelligence? Et c'est en ce moment que les tests d'intelligence sont utilisés majoritairement pour apprécier l'intelligence de cet enfant qui est en difficulté. Et il y a également un problème, c'est très souvent les troubles des acquisitions scolaires, c'est-à-dire les difficultés, sont cachés par des problèmes de retard mental, surtout chez les enfants de bas âge, parce que l'enfant a 6 ans, à 5 ans, peut-être c'est une surdité légère qui apparaît, c'est ce qui fait que l'enfant n'arrive pas à écouter les sons, donc ce que dit le maître, c'est parce qu'il n'arrive pas à bien voir. Donc le rôle des parents sont indispensables en ce moment pour faire un dépistage précoce, pour voir est-ce que le comportement de l'enfant, est-ce que c'est adapté par rapport à ce qu'il fait. Et bon, le collègue l'a soulevé. Il y a également le problème dans des interventions psychothérapeutiques lorsque le stade de difficulté est dépassé et qu'on tombe dans les troubles. Et ces interventions psychothérapeutiques impliquent et l'élève, et l'enseignant, et la famille. Parce que lorsque on prend seulement une seule dimension de cette triangulation, l'expérience a montré que ça ne réussit pas. Donc, comme on vient de le dire, les facteurs sont de plusieurs ordres concernant l'élève même, concernant l'enseignant, concernant l'endroit où il étudie. Et ensuite, lorsqu'il étudie, il doit revenir à la maison. Donc, il doit fouiller, voir dans les relations familiales. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation? Est-ce que l'environnement dans lequel vit l'apprenant est faiblement structuré? Est-ce que c'est désorganisé? Donc, on voit tous ces différents paramètres avant de mettre en place une psychothérapie adaptée. Et c'est également en fonction du trouble qu'on a décelé à l'enfant qu'on met en place un dispositif thérapeutique. Lorsque c'est une dyscalculie, lorsque c'est une dysorthographie, lorsque c'est une dyslexie, donc on voit dans quelle mesure on peut associer d'autres intervenants. Le collègue l'a dit, il y a des orthophonistes, des kinésithérapeutes qui peuvent intervenir en fonction du trouble développé par l'enfant. Donc en gros, il faut dire que lorsque ces gens de difficultés interviennent, il va falloir qu'on commence très tôt. Il faut alerter très tôt les spécialistes pour qu'on puisse prendre en charge efficacement cet enfant-là. Merci. Merci à vous. Un enfant qui est en retard, je ne dirais pas en retard, mais je ne sais pas, un enfant normalement qui devait avoir un niveau de, disons en lecture, un niveau acceptable, qui est déjà au CM1 par exemple, et qui n'arrive même pas à lire 2 mots, disons que l'enfant est en retard par rapport à ceux de son niveau. Donc peut-être que depuis le CP1 ou bien le CP2, l'enfant normalement pouvait savoir comment lire, comment écrire, et déjà au CM1 l'enfant n'arrive pas à faire une bonne phrase. Ça veut dire que il est en retard par rapport à ses amis. Et comment est-ce qu'on peut relever ce défi? Alors à ce niveau, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est le fait, il faut se poser la question, il faut dépister devant ce cas un problème de trouble de langage. Est-ce que tout ça là, son retard, est-ce que ça sous-entend, ça cache un trouble de langage qui vient? Parce qu'il y a différents types de troubles de langage qui peuvent influencer l'acquisition de ces compétences-là. Donc si ce n'est pas un trouble de langage, est-ce que l'enfant, il a eu un développement cognitif normal? Parce qu'il y a des étapes de développement cognitif. Déjà de 0 jusqu'à 2 ans par exemple, il y a un stade qu'on appelle le stade sensorimoteur, où l'enfant doit acquérir un certain nombre de notions. De 2 à 7 ans par exemple, le stade préopératoire. Donc on va revisiter avec des échelles pour voir est-ce que à l'une de ces étapes-là, est-ce que cet enfant a des problèmes? Ou soit si ce n'est pas un problème, est-ce qu'il y a un problème de trouble de langage? Donc voilà les 2 paramètres qu'on doit avoir devant ce cas. Et je vais en venir au problème de baisse de niveau que nous remarquons de façon générale dans les écoles où on parle de baisse de niveau, où les élèves, il faut les accepter. Un élève qui a par exemple 8,50, on dit bon, laissez-les passer, bon, le niveau maintenant ce n'est plus ça et autres là. Est-ce que ce sont des difficultés ou bien sont
et sont des lacunes. Je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? Vous voulez parler du fait que les enfants n'ont pas la base, n'ont pas atteint une performance attendue, mais on les fait passer en classe supérieure. Puisque il y a baisse de niveau et les résultats, vraiment, c'est pas ça, le taux, vraiment, c'est pas ça, il faut faire passer certains. Non, je comprends. En fait, ça, c'est des pratiques pédagogiques qui sont destinées à générer ces difficultés scolaires. Puisque, d'abord, dans ces pratiques pédagogiques, dans la psychopédagogie, par exemple, l'apprentissage est fractionné. C'est-à-dire que il faut connaître 2 plus 1 d'abord, et après on fait 2 fois 2. C'est-à-dire que une connaissance préalable te permet maintenant d'acquérir d'autres connaissances. Voilà que l'enfant n'a pas maîtrisé d'abord ça, et il passe en classe supérieure, ça veut dire que c'est des connaissances supérieures qui sont encore ajoutées à ça. Voilà. Donc du coup, l'enfant ça va entraîner directement l'estime de soi, puisque l'enfant n'a pas maîtrisé, ne maîtrise pas bien ses habiletés. Vous les faites passer en classe supérieure, ça veut dire quoi? Devant ces situations, l'enfant se verra son estime de soi baisser. Donc il se voit son estime de soi baisser, et là c'est toutes les difficultés. Voilà. Donc c'est des pratiques pédagogiques qui ne sont pas bénéfiques pour les enfants. Pour les enfants. Merci à vous. Nous sommes presque à la fin, et quels sont vos mots, qu'est-ce que vous avez pour conclure cette émission? Moi je l'ai déjà dit, la réussite ou bien la bonne performance chez un élève dépend de la responsabilité, soit de l'enseignant, de la responsabilité de l'élève lui-même, qui doit se mettre au travail, et des parents. Donc en tant que parent, on envoie un enfant à l'école, c'est comme si tu envoies un enfant à l'école de danse. L'enfant ne peut pas savoir s'il danse bien ou pas, ou bien l'apprenant ne sait pas si ça va ou bien ça ne va pas. Mais c'est à nous parents, de savoir si est-ce que l'enfant écrit bien, est-ce qu'il prononce bien, est-ce qu'il prononce bien les lettres, est-ce qu'il arrive à lire, est-ce qu'il arrive à voir. C'est à nous de pouvoir fouiller. Quand on envoie, il faut faire un suivi, quoi. Voilà, il faut faire le suivi. Monsieur Akam. Et bon, par rapport à partir de cette émission, c'est un message que je lance aux parents de suivre académiquement leurs enfants, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir dépister très tôt un trouble de langage ou un trouble de développement lié à l'acquisition de l'apprentissage chez les enfants. Donc lorsqu'on repère ces troubles très tôt, on peut les prendre en charge de façon efficace. Et vous avez dit que d'une part, il faut consulter les psychologues. On veut que vous nous laissiez vos numéros, vos contacts, monsieur Yantagui. C'est le 91 58 58 26. Monsieur Akam, 92 42 36 51. Merci, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci et à tous ceux qui ont prêté attention à cette émission. Rendez-vous le 17 prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.